Merci. Bonjour. Donc effectivement, je me réjouis également de ce partenariat, mais maintenant je ne vais pas vous parler de ce partenariat, je vais vous parler des nouvelles technologies sous un angle particulier, c'est-à-dire sous l'angle des médias, bien évidemment, puisque je dirige Media Lab. Alors pourquoi les médias? Parce que je m'occupe de Media Lab, je viens de le dire, mais aussi parce que les médias sont par définition au cœur de la révolution digitale. Ça, c'est le côté technologique en quelque sorte, et en même temps, il y a le côté contenu, il y a le côté humain qui a été évoqué ce matin par certains orateurs. Les médias sont des vecteurs de nos démocraties. Alors, si le but de politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire, je dirais que les universitaires doivent un peu faire ça aussi par rapport aux formations qu'ils lancent. Et puis, ils doivent aussi essayer, c'est l'objet de cette présentation, essayer de réfléchir à certains enjeux fondamentaux, essayer de prendre du recul et de la profondeur d'analyse. C'est ce que je vais essayer de faire en vous parlant de ces sujets. Et pour cela, j'ai choisi une illustration que j'aime bien parce que elle traduit ce côté, je dirais, très humain. Ces paysages, ça évoque aussi ces paysages de la Polynésie, puisque c'est un tableau de Paul Gauguin qui s'intitule « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous » Alors pourquoi j'ai mis entre parenthèses le « que sommes-nous » Parce que je ne vais pas parler trop du « que sommes-nous », mais je vais surtout parler du « d'où venons-nous » et « où allons-nous » puisque vous voyez le tableau part de la naissance jusqu'à la vieillesse, c'est la thématique de ce tableau. Et dans le numérique, on est face, vraiment, l'image a souvent été donnée, on est vraiment face à un tsunami numérique. Et là, je ne vais probablement pas vous apprendre des choses très importantes. Vous savez tous ce que je vais évoquer là. En revanche, le mettre en perspective, rappeler et montrer à quel point c'est fort, c'est puissant, c'est incroyable, ça vaut quand même la peine d'y passer quelques minutes. Ces quelques minutes, je voudrais les évoquer d'abord par rapport au fait que tout le monde le sait ici, on a une loi de Moore qui a conduit à un doublement tous les 18 mois des capacités des ordinateurs, et on ne serait pas en train de parler des sujets d'aujourd'hui si on n'avait pas ces éléments qui se sont produits depuis pratiquement 50 ans. Donc on a ces capacités qui ont doublé toutes les 18 mois, et ça fait des révolutions qui sont des révolutions facteur 1000, parce que c'est des exponentielles. Et par ailleurs, certains disent, attention, ça y est, c'est la fin de la loi de Moore, mais on est déjà dans ce que les spécialistes appellent more than Moore, c'est-à-dire qu'on est en train de coupler ces technologies avec les nanotechnologies qui vont servir d'interface. Je ne vais pas rentrer dans le détail là non plus, mais c'est pour dire que les possibilités de poursuivre ces progrès technologiques sont absolument considérables. Alors on a l'Internet des objets, bien entendu. On a des conséquences, si vous voulez, qui sont liées à trois phénomènes. Non seulement la loi de Moore qui a 50 années d'expérience à peu près, on a la numérisation environ 30 ans, et on a Internet depuis 20 ans. Ces trois effets ont débouché sur ces capacités technologiques qui sont énormes, que je vais résumer très vite, que je vais balayer très vite. On était dans les années 1980, dans l'ère des kilobits. Donc les réseaux, finalement, ça permettait de transférer, enfin les réseaux n'existaient pas, pardon, on pouvait stocker des petites disquettes, du texte qui faisait 2 kilobits, ou une vieille image qui faisait du 100 kilobits. Dans les années 90, on passe au mégabit, à chaque fois on multiplie par 1000 bien sûr. On passe en mégabit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'on peut avoir les œuvres complètes de Shakespeare sur un CD, qu'on peut avoir tous ces éléments, et on peut commencer à transmettre ces éléments. Les années 2000 sont caractérisées par les gigabits. Un gigabit, c'est une bibliothèque universitaire complète. Le terabit, c'est encore 1000 fois plus dans les années 2010. Un terabit, ça va être par exemple l'ensemble des informations qui sont contenues dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Donc, vous avez aujourd'hui des ordinateurs qui fonctionnent en gigabits ou qui stockent des gigabits, vous avez des disques durs externes qui fonctionnent en terabits, vous avez des réseaux qui fonctionnent en terabits par seconde. Ça veut dire que vous pouvez, des réseaux expérimentaux bien sûr, vous pouvez transmettre en une seconde l'ensemble des œuvres du Congrès. Donc ce sont des révolutions quand même extrêmement fortes. Elles ne sont pas finies parce qu'on est toujours dans ces facteurs 1000, c'est-à-dire que le pétabit existe déjà.
Le pétabit, c'est évidemment une dimension encore supérieure. Un pétabit, c'est l'ensemble des disques durs, tous les disques durs produits au niveau mondial, en 1995. L'hexabit, dimension au-dessus, c'est tous les mots parlés depuis l'origine de l'humanité. Et on peut aller encore plus loin, on peut toujours multiplier par 1000, donc le zétabit, c'est 100 fois plus d'infos que l'ensemble d'informations créées par les êtres humains depuis le début de l'humanité, jusqu'au début des années 2000, et on a encore le iota encore plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est un petit peu le débat, quelle est la situation, vers où on va, etc., et où on est surtout exactement. Où on est, bien, il faut savoir par exemple que les supercalculateurs d'aujourd'hui, un supercalculateur, c'est quelque chose qui est installé dans un espace qui est à la disposition des grands États, les États-Unis, la Chine, la France, l'Allemagne, la Suisse, bien entendu, ont des super ordinateurs. Ces super ordinateurs, ce sont des ordinateurs installés dans des superficies de 400 mètres carrés qui coûtent peut-être dans les 30 millions d'euros environ. Et aujourd'hui, ils sont pétaflopiques. Donc vous voyez qu'ils sont déjà facteur 1000 par rapport à tout ce qu'on a vu. Alors, pétaflopique, si je vous dis que ça fait 1 suivi de 15 zéros, soit 10 puissance 15 instructions par seconde, on peut se demander ce que ça signifie. Ça pas vraiment, ça ne représente rien pour moi, ni pour vous, je suppose. Alors l'image, c'est simplement, voilà, une petite image, une petite évaluation, je ne sais pas comment elle a été faite, mais un pétaflop, donc, 10 puissance 15, ça serait le nombre de grains de sable de tous les déserts de la Terre. Donc vous voyez qu'on a des ordinateurs qui sont capables en 1 seconde de faire autant d'opérations qu'il y a de grains de sable dans tous les déserts de la Terre. Donc là on voit qu'on est dans des dimensions quand même absolument fabuleuses et ça traduit quand même la force du digital, le tsunami du digital. Il faut savoir aussi, c'est une petite remarque, c'est que l'ordinateur personnel d'aujourd'hui est équivalent au supercalculateur des années 80. Donc je ne dis pas que demain on aura des supercalculateurs chez nous, mais on est dans ces tendances. Donc ça c'est le point de départ, c'est connaître le tsunami. Voilà des images qui sont ces supercalculateurs, à quoi ils servent. Par exemple à montrer la propagation de l'onde de choc d'un séisme. Ils servent aussi en médecine pour cibler en temps réel des cellules cancéreuses et toutes sortes de choses comme ça, d'applications extrêmement utiles et importantes. Et puis derrière ces capacités de calcul, on arrive au big data. Le big data est là parce qu'il y a ces capacités de calcul. Donc vous avez les fermes, ce qu'on appelle des fermes de données, les endroits où Google finalement stocke ces données, les traite. Vous voyez différentes illustrations de ce que peut faire Google, de ce que représentent ces data centers pour Google, où de l'eau froide circule pour refroidir ces systèmes qui font de la chaleur, où il y a de l'eau chaude qui circule dans les tuyaux rouges. Encore une entreprise comme Akamai, qui est un des leaders, vous voyez qu'il y a des centaines de milliers de serveurs au niveau mondial. Donc on est dans un autre monde, d'ores et déjà, avec cette puissance du digital. Et où allons-nous? C'est l'objet de la deuxième partie, parce que face à ça, que deviennent les médias et en quoi c'est important de se poser des questions sur les médias? Alors voilà, c'est sa deuxième partie que je vais traiter maintenant. Où allons-nous? Dans ce déferlement digital avec des 0 et des 1 qui ont envahi la planète, qu'est-ce que ça donne? Alors on sait à peu près que l'on a toutes ces nouvelles technologies qui sont en train de façonner notre futur, le cloud computing, les mobiles, l'Internet des objets, l'informatique cognitive, l'intelligence artificielle, etc., le bioengineering, les machines hybrides avec les hommes, etc. Donc ça c'est le connu, la dynamique qui est en place. Par rapport aux médias, on va voir ces différents points. D'abord, l'affaiblissement des médias traditionnels est extrême. Quand je dis qu'il est extrême, juste quelques statistiques. Vous voyez que ici, vous avez le nombre d'employés des journaux américains. Donc en gros, 50 000 sur un plateau autour jusqu'au début des années 2000, ça s'écroule en dessous des 30 000. C'est le nombre d'employés, donc c'est une profession qui a connu une division par 2 de ses emplois.
Pour changer de pays, pour prendre la France, là ce sont des tendances qui ont été prolongées jusqu'en 2021 pour expliquer, pour exprimer, pour expliciter la dynamique des négatives. Vous voyez en euros constants une chute vertigineuse des revenus de la presse d'information en France. Donc on a cette dynamique qui est très très forte avec des médias qui sont très très affaiblis. Alors on pourrait dire, bon, finalement, c'est pas grave, les médias sont faibles, les médias traditionnels sont faibles, seront de plus en plus faibles. À côté, on a quand même ce qu'on a appelé une googlisation des médias, c'est-à-dire qu'on a au contraire une puissance à un niveau considérable, infiniment supérieur d'entreprises que nous connaissons tous, dont on a tous parlé ce matin, Google, Facebook, etc. Et il y a une sorte de googlisation des médias. Alors la puissance de Google, vous voyez un chiffre, ça datait de 2015, je crois. Google voit sa capitalisation boursière flamber de plus de 65 milliards de dollars en un jour. En un jour, 65 milliards de dollars, un ordre de grandeur, 1 milliard de francs, ce qui est à peu près comparable. 1 milliard de francs en un jour, c'est le chiffre d'affaires de Ringier ou Vitamedia en ordre de grandeur. Donc, plus 65 milliards de dollars en un jour pour Google, on est sur notre planète. Pour montrer à quel point on est sur notre planète, vous avez la capitalisation boursière, l'évolution de la capitalisation boursière des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est quand on ajoute cette capitalisation boursière de ces groupes, de ces GAFA, ils sont à peu près, hors Microsoft, au niveau du PIB, du produit intérieur brut du Canada, qui est à la 11e puissance mondiale. Et si on ajoute Microsoft, ils sont à peu près, les GAFA plus Microsoft, ils sont à peu près au niveau de l'Inde. Vous voyez quand même un pays de plus d'1 milliard d'habitants, ce sont les GAFA plus Microsoft. Donc on a déjà cet arrière-plan qu'il faut connaître, et ce qu'on a décrit comme étant dans nos travaux de recherche comme étant la googlisation des médias. Je ne vais pas commenter le graphique, je mettrai un petit peu de temps, mais simplement, pour résumer cette googlisation des médias et son impact sur la production médiatique, simplement, aujourd'hui, la production médiatique ne résonne plus seulement par rapport à un contenu, mais résonne par anticipation au trafic, aux données, à la publicité. Et donc on a commencé à inverser une logique de production d'information pour produire de l'information par rapport à un contenu, à une autre logique qui est de produire de l'information pour générer du trafic, parce qu'on est dans ce monde googlisé en quelque sorte. Alors ça, c'était un deuxième point. Le troisième point, littéralement, et l'expression n'est pas de moi, elle est d'un professeur de l'université de Columbia, les Google, les GAFA et les médias sociaux, ce professeur de Columbia parlait des médias sociaux, les médias sociaux sont en train d'avaler les médias, sont en train d'avaler les médias traditionnels. Alors, évidemment, vous avez Netflix qui va développer tous ces moyens technologiques d'intelligence artificielle pour capter l'attention des utilisateurs, pour produire éventuellement avec des algorithmes du contenu. On est dans une logique aussi là de googlisation, en quelque sorte, ou d'intelligence artificielle. Et il y a une attaque en règle, je vais y revenir dans quelques slides, il y a une attaque en règle du marché des médias et de la publicité sur tous les fronts à partir de ces nouveaux opérateurs. Juste un élément pour montrer la disparité qui existe en Suisse aussi, à l'intérieur des acteurs suisses. Ici, vous avez en haut la courbe qui s'envole, ça représente 15 milliards de francs. Ce sont les plateformes technologiques qui progressent rapidement. Et puis en bas, vous avez les recettes de la presse qui diminuent, elles passent de 5 milliards en gros à 2,5 milliards, et vous avez les recettes de la télévision qui reste stagnante. Bien, on a fait, je cite ici un ouvrage qu'on a publié récemment sur les médias publics et la société numérique. Vous avez aussi un éclatement du marché de la publicité. C'est-à-dire que le marché de la publicité, vous voyez que le marché de la publicité aujourd'hui, il est réparti entre la presse, la radio, la télé, etc. Ce qu'on voit tendanciellement, c'est une enquête qu'on a conduite auprès de 600 entreprises de la publicité en Suisse romande et en Suisse alémanique. On s'aperçoit que tendanciellement, il pourrait y avoir dans 3-4 ans à peu près les 2 tiers de ce marché de la publicité
qui seraient absorbés par les nouveaux acteurs, les Facebook, les mobiles, les moteurs de recherche, l'emailing, etc. Donc on doit s'attendre à ce que les médias traditionnels soient encore privés de ressources supplémentaires. Aux États-Unis, tout ça est en place également avec, là vous avez l'absorption de trafic sur les réseaux par Netflix, YouTube. Vous voyez qu'entre Netflix et YouTube, ils absorbent 50%, enfin ils consomment 50% du trafic qu'il y a sur les réseaux. C'est-à-dire que ces acteurs, bien entendu, sont extrêmement puissants, mais également focalisent tout le trafic qui existe sur ces réseaux. Alors, les attaques dont je parlais tout à l'heure de la télévision, il y a des désabonnements, il y a des nouvelles générations qui vont de plus en plus sur Netflix, sur YouTube. Il y a l'érosion de l'audience au profit des médias numériques, des baisses de publicité. Il faut savoir par exemple que des acteurs tels que Facebook, mais dans votre domaine évidemment c'est très important, c'est-à-dire que ces acteurs-là sont en mesure aussi de proposer leurs propres mesures d'audience et donc bypass en quelque sorte les organismes, les Nielsen ou en France ou en Suisse, la REM, qui mesurent l'audience, eh bien, ces nouveaux acteurs proposent leurs propres mesures d'audience. Donc on a une explosion potentielle de ce marché. Vous avez une disruption, moi je ne vais pas revenir là-dessus, tous les leaders sont en difficulté dans les métiers traditionnels, dans les médias, dans le secteur aérien, dans les taxis, dans la presse, etc. C'est ce qu'on vient de voir. On en arrive au quatrième point, c'est-à-dire les médias publics sont donc face à de multiples défis. Quels sont ces défis? Eh bien, il faut qu'ils arrivent à gérer de façon nouvelle des plateformes. Il y a quelque chose qui a été un rapport récent qui est sorti par la SSR, qui parle du SSR 4.0, qui consisterait à s'appuyer de plus en plus sur la contribution d'usagers qui piocheraient dans les archives de la SSR pour produire leur propre contenu. C'est quelque chose comme ça, présenté rapidement. Donc il y a des problèmes par rapport à le positionnement de ces médias sur les plateformes, sur les mobiles, l'utilisation de l'algorithmique. Il y a quelques jours, la SSR a aussi annoncé un important partenariat avec le PFZ et puis il y a aussi des partenariats avec le PFL par rapport à ces aspects du numérique, du big data. Et vous voyez qu'on est dans une révolution, voilà, cette révolution que je vous ai présentée sous forme de chiffres, c'est une révolution qui se présente de façon concrète pour les médias aujourd'hui. Alors finalement, il y a un défi qui est d'identité, et puis ce qui est derrière, et c'est ce sur quoi je voudrais évidemment terminer cet exposé, c'est qu'il y a des enjeux qui sont plus fondamentaux, qui sont des enjeux du rôle, notamment, je parle de la télévision par référence à l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, mais ça concerne bien sûr les médias et la presse traditionnelle. Quel est le rôle de ces médias dans la démocratie? Eh bien, ça va être l'objet de la conclusion, de rapidement comprendre et d'analyser en profondeur, en profondeur, ça va être rapide quand même, donc le but de l'université, c'est d'analyser en profondeur, mais ici, bien entendu, je vais vous faire un rendu rapide de quelques évolutions qui peuvent être un petit peu inquiétantes, même si l'orateur précédent disait qu'il ne faut pas avoir peur, mais l'objet n'est pas d'avoir peur, c'est d'être lucide. Alors, il y a ce qu'on appelle des signes noirs, enfin des indicateurs de signes noirs. Un signe noir, c'est un événement rare ayant un impact extrêmement fort, et une prévisibilité rétrospective, mais pas prospective. Nous serions frappés de cécité face aux événements qui se démarquent de nos attentes. Pourquoi je parle du signe noir, un livre de Nicolas Taïeb? Pourquoi je parle du signe noir? Eh bien parce que on peut aborder certaines questions, on peut poser certaines questions aujourd'hui. Est-ce qu'on va assister à la fin des médias traditionnels? Alors peut-être, on pourrait dire, pas trop grave, pas inquiétant. On va avoir des tas d'informations qui vont circuler ici et là. Et puis, le problème, c'est qu'on a aussi derrière cela beaucoup de fractures. Alors ce que je vais vous proposer, c'est quelques analyses qu'on peut faire en tant qu'universitaire, quelques enquêtes, et c'est ces résultats par lesquels je vais terminer ma présentation. D'abord, c'est vrai que si on regarde les tendances aujourd'hui, la presse disparaît, la télé pourrait disparaître. Pas grave. Est-ce que c'est pas grave? Pas si évident que ça, parce qu'il faut savoir quand même que toutes les informations de qualité, il y a eu des études notamment de l'Institut américain, le Pew Research Institute, en fait les informations qui sont sur Internet vont piocher dans la presse traditionnelle et sont reportées. Les informations qui sont produites directement via les réseaux sociaux sont jugées pas très fiables.
Voilà, de toute façon, je ne vais pas trancher là-dessus, on pourrait en débattre longuement, mais c'est quand même une question. Qu'est-ce qui va se passer si on a une information sans médias? C'est un vrai problème, me semble-t-il, enfin il faut en tout cas y réfléchir. Vous avez quelques indicateurs qui sont d'ailleurs un peu inquiétants. Je suis content si mes données sont sélectionnées automatiquement. 36% par des journalistes, 30%, automatiquement basés sur ce que mes amis ont consommé. Qui va donc vous donner des informations? Si on entre dans ce registre-là, ce sont des algorithmes qui vont vous proposer des informations. Je vous laisse apprécier les conséquences de tout ça. Autre donnée qui est plus inquiétante encore, enfin qui traduit les fractures que j'ai évoquées. C'est-à-dire que là, vous avez par classe d'âge des consommations par rapport aux sources d'informations, selon que ces informations sont online, social media, radio, print et télé. Et ce que ça montre, c'est que par catégorie générationnelle, vous avez des consommations qui sont très différentes. Pour faire simple, les vieux regardent la télé et les jeunes sont sur le online ou sur les médias sociaux. Donc vous avez des informations qui arrivent aux uns et aux autres, des analyses qui sont différentes. Donc vous avez là des fractures qui se préparent, qui sont extrêmement puissantes. Nous avons fait une enquête qui est une enquête représentative. Je crois que c'est 13 000 jeunes Suisses de 18 à 34 ans. Et voilà ce que ça donne par rapport à la confiance. Confiance dans les institutions religieuses, 15%. Confiance dans les médias, 24%. Confiance dans l'Europe, 29%. Confiance dans la politique, 32%. La police s'en sort bien, avec 23%. L'école, 63%. Et les organisations humanitaires, 58%. Mais donc, une population jeune qui ne fait pas confiance aux médias, à l'Europe, aux politiques, ça provoque aussi des fractures fortes en potentiel. Et donc, s'il n'y a plus d'informations qui permet de régulariser tout ça, ça peut être aussi un problème. On a par ailleurs fait une enquête sur la société numérique de Genève, à Genève, et ça c'est des réponses, c'est une autre enquête. C'est le numérique est pour mon entreprise une importance cruciale, mais c'est en même temps aussi une grande opportunité plutôt qu'une menace. Donc ça répond à des questions qui étaient évoquées précédemment. Voilà, je vais juste rester sur cette note positive, c'est-à-dire que les médias restent une marque importante pour 69% des personnes. Et donc voilà, c'était cette présentation, une dynamique digitale très très forte, une disruption un petit peu de tous les côtés.